Bonjour à tous, merci à toutes et tous, merci d'être là. Euh, Grand merci aux organisateurs et organisatrices pour cette journée, qui pour moi a été un peu l'occasion de me replonger dans un sujet que j'avais un petit peu, disons, laissé s'enfouir sous d'autres préoccupations, d'autres urgences, d'autres priorités, etc. Je vais, bon, je vais pas réussir à vous dire tout ce que j'ai prévu de dire, je suis à peu près sûr, donc je vais quand même essayer d'aller très très vite pour dire le plus possible. Et je vais surtout vous passer des extraits. Et disons, mon idée, c'est que j'ai construit mon intervention autour d'extraits. Je vais à chaque fois partir d'un ou deux extraits et essayer d'en tirer des choses un petit peu plus générales pour en gros répondre à une question vaste, évidemment. Qu'est-ce que les zombies nous racontent sur les sociétés occidentales contemporaines depuis les années 60-70. Donc je commence par deux extraits avec deux petits avertissements. Je les ai évidemment raccourcis, charcutés, remontés. Donc désolé pour les puristes, j'avais pas le choix, j'avais pas le temps. Alors c'est une journée sur les zombies, donc il y aura un petit peu de sang, mais j'ai pris des extraits très, très soft. Donc je pense que personne ne va vomir son petit déjeuner. Voilà, donc premier extrait. Do you know where is the house of Monsieur Beaumont? Zombie! Allez vite! Allez! Donc voilà pour le premier, et le second qui n'a pas grand chose à voir, vous allez voir. Vivian's here. Vivian, honey. Sweetie, are you okay? Oh, God. Oh, fuck. Call an ambulance. Voilà, alors, donc c'est surtout le deuxième qui a été maltraité, hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé entre les deux, évidemment, puisqu'il y a un peu plus de 80 ans d'écart. Le premier, j'avais la lourde tâche, responsabilité de démarrer la journée, donc je vous ai mis la première occurrence du mot zombie au cinéma. C'est un film de 1932, donc il a pris un petit coup de vieux, hein, surtout que c'était déjà un film avec pas beaucoup de moyens, de Victor Halperin, qui s'appelle Les Morts Vivants, White Zombie en anglais. Ce qui m'intéresse dans cet extrait et dans ce film, c'est la distance. C'est le fait qu'il y a une mise à distance à plusieurs niveaux de l'action par rapport à un point de vue nord-américain, c'est un film nord-américain. Première mise à distance, c'est loin, tout simplement, ça se passe dans les Caraïbes, donc c'est pas à côté, même quand on est américain. Deuxième mise à distance, ça se passe dans une île.
et une île, on sait en géographie que c'est une. Enfin, et puis on sait quand on est déjà allé dans une île que c'est difficile d'accès. Donc c'est une deuxième mise à distance, surtout en 1932. Il n'y a pas d'avion, on prend le bateau. Et puis troisième mise à distance, ça se passe à Haïti, je n'ai pas précisé. Troisième mise à distance, il y a cette longue scène introductive que j'ai coupée. Il manque un peu avant et un peu après. Donc long trajet en carrosse dans la nuit, dans les profondeurs d'Haïti, donc mise à distance, non seulement c'est dans une île, mais en plus c'est loin dans l'île que va se passer l'action. Et là, on est dans, disons, quelque chose d'assez classique dans le cinéma fantastique, et on pense à d'autres créatures comme Nosferatu, King Kong, qui sont très loin, très difficiles d'accès, et qui du coup font pas très peur, parce qu'ils sont très loin, justement. Alors, il y a un deuxième aspect quand ça se passe à Haïti, qui est à cette époque, est-ce que ça l'est encore en 1932, j'ai un doute, pardon, mais qui vient d'être, en tout cas, qui a été une colonie nord-américaine. Pardon pour ce moment, pas que souvenir des dates. Ce qu'on voit dans cet extrait et dans le reste du film, c'est aussi ce qu'on appelle l'exotisme, c'est-à-dire un certain regard d'occidentaux sur ce que c'est qu'une île d'indigènes colonisés, noirs, qui croient encore à la magie vaudou, etc. Donc tout ce discours méprisant, condescendant de l'occidental blanc, mêlé de peur, évidemment, ils font un petit peu peur quand même, les zombies, d'excitation aussi, c'est mystérieux, il y a un jeu de regard dans le couple de fiancés dans le carrosse qui a à la fois un petit peu peur et à la fois qui est quand même assez excité d'être face à ces créatures dont ils ne savent pas encore très bien ce que c'est d'ailleurs, puisqu'on va l'apprendre après dans le film. Voilà, je m'arrête là sur l'exotisme. Ce que je veux retenir de ce premier extrait, c'est cette idée que le zombie des premiers temps, il est très loin, il fait pas très peur. Et évidemment, avec l'Armée des morts, donc deuxième extrait, film de 2004 de Zack Snyder, qui est un remake qui n'en est pas vraiment un de Dawn of the Dead de Romero, Zombie, le film de 78. Et ben c'est l'exact contraire. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que le zombie, maintenant, il apparaît dans des lieux extrêmement familiers. Alors, c'est difficile de faire plus familier et plus intime, puisqu'on est dans une chambre à coucher, avec un enfant, donc on est vraiment dans la cellule, enfin dans le noyau absolu de la société occidentale bourgeoise, la famille. Et on est dans un autre type d'espace familier, qui est la banlieue résidentielle nord-américaine, que la suite de l'extrait que je vous ai passé décrit assez longuement. Donc il y a le panoramique que je vous ai mis, puis après elle monte dans sa voiture et on traverse cette banlieue, ça dure très longtemps. Enfin ça dure volontairement longtemps, disons. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le passage de l'un à l'autre. Et ça correspond à un processus qui a concerné tout le cinéma occidental, et en particulier nord-américain, qui est une espèce de long processus de rapprochement de l'altérité, de l'autre, de la différence. Long processus qui commence dans les années 50. Alors j'ai mis de Haïti à Pittsburgh parce que donc, les premiers zombies sont haïtiens et Romero, presque tous ses films se passent à Pittsburgh. Long processus avec un certain nombre de films, je ne les ai pas tous mis, je vous ai mis des exemples dans les années 50 et 60, notamment L'invasion des profanateurs de sépulture, Body Snatchers, film de Don Siegel de 56. Sur lequel je passe vite, parce que j'ai pas le temps. Je suis une légende, première adaptation en 64, que je vous conseille, du roman de Matheson, The Last Man on Earth. Et puis, l'aboutissement de ce processus, évidemment, c'est La Nuit des Morts Vivants, dont je reparlerai tout à l'heure, en 68. Ce qui se passe, c'est que on part d'un imaginaire, d'une altérité inquiétante et potentiellement dangereuse, mais qui vient de très loin, qui est extraterrestre, qui est exotique, qui est tout ce qu'on veut. Et on finit avec une altérité intérieure qui surgit au milieu des espaces familiers, connus. Et cette évolution, elle ne sort pas de nulle part, cette évolution de l'imaginaire collectif et du cinéma nord-américain en particulier. Elle sort pas de nulle part, elle correspond à mon avis à une évolution disons à une prise de conscience qu'on peut faire remonter à la fin du 19e siècle, mais qui a mis du temps évidemment à percoler, qui est une prise de conscience double.
de l'existence d'altérité à l'intérieur des sociétés occidentales. Alors il y a deux grands mouvements intellectuels qui ont mis ça en valeur. Il y a la psychanalyse, puisqu'on se rend compte qu'il y a une altérité interne à l'individu, ce qui est embêtant, enfin en tout cas qui pose des problèmes nouveaux. Et le marxisme et ses avatars qui posent l'existence d'une altérité en termes de groupes, c'est-à-dire il y a des groupes sociaux, il y a des minorités dominées, et donc à l'intérieur de notre société qu'on pensait unie, avec une identité stable et homogène, et ben en fait on se rend compte que non, pas du tout, il y a des choses qui se passent. Alors ce qui m'intéresse, ça disons c'était ma première grande idée dont je voulais parler, ce qui m'intéresse c'est face à cette altérité, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est-à-dire que font les personnages des films de zombies. Alors, je fais une parenthèse très courte. Ce qui m'intéresse dans les films de zombies, c'est pas tellement les zombies. C'est un peu comme dans les films catastrophes. Ce qui est intéressant, c'est pas la catastrophe, c'est ce que font les gens. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que face aux zombies, on a écrit beaucoup de choses sur c'est quoi les zombies. Est-ce que c'est les individus consommateurs aliénés? Est-ce que c'est machin truc? Bon, ce qui est très intéressant. Moi, je vais plutôt me focaliser sur l'autre aspect, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait nous face à cette altérité qui a surgi dans notre quotidien et dans les lieux qu'on connaît. Réponse en un extrait que vous connaissez, je pense. Ladies and gentlemen, we've just received word that the President has called a meeting of his cabinet to deal with the sudden epidemic of murder which has seized the eastern third of this nation. The meeting is scheduled to convene within the hour. Members of the presidential cabinet will be joined by officials of the FBI and joint chiefs behind closed doors. The White House spokesman, in announcing this conference, says there will be an official announcement as soon as possible following that meeting. This is the latest dispatch just received. Alors, je pense que vous avez reconnu, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, La Nuit des Morts Vivants, Georges Romero, 1968, donc le vrai zombie tel qu'on le connaît, qui apparaît. Désolé pour les puristes, celui-là, je lui ai fait beaucoup de mal. Le problème, c'est qu'il y a une scène interminable de plantage de clous. Qu'il a fallu que je découpe, sinon il y aurait eu 10 minutes d'extrait. Pourquoi cet extrait? D'abord parce qu'il est fondateur, hein, c'est le premier film où il est question de zombies. Et ensuite parce que il dit quelque chose d'à la fois complètement trivial, qui va peut-être vous paraître totalement évident, et en même temps, à mon avis, complètement fondamental, c'est que dans les films de zombies, qu'est-ce qu'on fait face à cette altérité qui a surgi? Eh ben, on s'enferme. Alors oui, c'est évident. Mais on ne fait pas que s'enfermer. On s'enferme et on prend du temps à s'enfermer. Ça prend du temps. Là, je vous dis que j'ai raccourci l'extrait, c'est très très long. Le temps de barricader la maison, ça dure vraiment très longtemps. Et puis, il y a tout un tas d'autres exemples. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Dans Dawn of the Dead, dont je parlais tout à l'heure, donc c'est ce film où un groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial. Il y a une très longue scène où ils obstruent les issues avec des camions de livraison remplis de sous-scènes, de péripéties. Enfin bon, celle-là, je ne pouvais pas vous la montrer, elle est beaucoup trop longue. Donc on passe du temps à s'enfermer. Et puis même, on fait autre chose. On passe du temps à constater à quel point on est bien enfermé. C'est-à-dire qu'on en parle, on se dit « regardez comme je suis bien enfermé », etc. Alors là aussi, exemple, il y en a plein. Dans 28 jours plus tard, quand le petit groupe de survivants finit par trouver refuge dans une espèce de château qui a été reconstitué en base militaire par un groupe de soldats, l'une des premières choses que fait l'officier en fonction, c'est de décrire à l'un des survivants, regardez comme on est bien protégé, là il y a des trucs d'alarme, des détecteurs de mouvement, enfin, bon, etc. etc. La même chose dans la suite, 28 semaines plus tard, où il y a une longue scène explicative sur regardez comment Londres est bien protégé, il n'y aura plus de problème jamais.
Et puis, un des aboutissements de ça, Le territoire des morts de Romero, en 2005, où on a là aussi une longue description de Pittsburgh, entouré de douves, de grilles électrifiées, etc. etc. Alors, cette obsession des limites, elle dit plein de choses de notre imaginaire collectif. Elle dit une chose toute bête, d'abord, c'est qu'il y a des murs partout. Et effectivement, on vit dans un monde avec de plus en plus de murs. Murs entre les États-Unis et le Mexique, murs en Cisjordanie, murs en Hongrie, bon, etc. Je peux faire une liste comme ça. Murs qui ont une particularité, c'est que ce sont des murs défensifs. Je vous rappelle que le mur de Berlin, son objectif, c'est d'empêcher les gens de partir. Hein. Ça, c'est plus du tout à la mode. Maintenant, on fait des murs pour empêcher les gens d'entrer, beaucoup plus. Donc on revient à l'époque où on avait construit la muraille de Chine pour empêcher les Mongols de venir envahir la Chine. Cette obsession des murs, cette obsession des limites physiques, elle a à voir avec ce dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire avec l'identité et l'altérité. Si on construit des murs, c'est parce qu'on a envie de matérialiser, de reconstituer la limite entre nous et eux, les autres, et donc il faut constituer un ici relativement bien circonscrit, visible, stable, et donc c'est mieux qu'il soit hermétique. Ça simplifie les choses. L'identité se nourrit de géographie, se nourrit de limites physiques, et même, elle fait plus que ça. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser qu'on trace des frontières parce qu'il y a des différences entre les gens. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Il y a un anthropologue norvégien qui s'appelle Frédéric Barth qui a montré ça au début du XXe siècle. Il a montré qu'en réalité, il y a des frontières, et parce qu'il y a des frontières, il y a des différences ethniques, culturelles, etc. C'est-à-dire que les frontières arrivent avant les différences entre les groupes. C'est aussi de ça que nous parlent les films de zombies. Et ils nous en parlent dans un contexte très particulier, qui est celui de la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par les limites ? Parce qu'on vit dans un monde où, depuis 1945 environ, les progrès des télécommunications, des transports, etc., ont fait que nos frontières nationales nous semblent très fragiles, très poreuses. Il y a beaucoup de monde qui les traverse, trop de monde aux yeux de certains en tout cas. Et il y a une remise en cause, une remise en cause de la légitimité de l'État-nation tel que, alors l'État westphalien, c'est-à-dire l'État qu'on a hérité dans notre imaginaire géographique et politique du XVIIe siècle, c'est-à-dire un territoire bien délimité avec une juridiction, un pouvoir politique, etc., qui pour les Occidentaux est la référence absolue en géographie politique. On n'imagine pas d'autres manières d'interagir. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué. Sauf qu'il y a un paradoxe. La mondialisation remet en cause les frontières, mais en même temps, face à cette remise en cause, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait de plus en plus depuis une trentaine d'années ? Faute de légitimité, l'État réinvente des limites, mais plutôt culturelles, identitaires. Donc le projet qu'on a, que beaucoup de gens ont en tout cas, depuis 30 ou 40 ans, c'est face à l'angoisse d'une invasion, ou du fantasme d'une invasion, peu importe, se reconstitue ce que j'ai appelé un désir d'ici, c'est le contraire d'un désir d'ailleurs. Il y a des gens qui ont envie de découvrir l'inconnu. Là c'est le contraire, on a envie de fabriquer du connu, du très délimité, et on a envie de construire un territoire où on soit sûr qu'on est chez nous. Et pour ça, il vaut mieux qu'il soit bien délimité et bien hermétique. On est chez nous d'ailleurs, toute ressemblance avec un slogan d'un certain parti politique français n'est pas du tout fortuite. J'insiste sur l'échelle nationale, mais évidemment, et j'ai parlé tout à l'heure d'altérité interne, donc évidemment, c'est pas que à l'échelle nationale que ça se joue à toutes les échelles. Et à mon avis, ce que nous racontent les films de zombies, c'est aussi la recrudescence depuis une quarantaine d'années, d'abord en Amérique du Nord, mais maintenant aussi beaucoup en Europe, et puis en Inde, en Afrique du Sud, etc., de tout un tas de découpages des espaces urbains, notamment les gated communities, qui sont très à la mode outre-Atlantique, qui sont ces sortes de communautés fermées, où on vit derrière des murs le plus haut possible, avec un service de sécurité privé, et où on a à peu près tout à l'intérieur pour ne surtout jamais sortir. On peut faire ses courses, etc. Ce que certains urbanistes ont appelé l'urbanisme de la peur,
et qu'on retrouve par exemple de manière spectaculaire dans Le Territoire des Morts de Romero, avec cette Pittsburgh non seulement séparée de l'extérieur, mais séparée à l'intérieur. C'est rempli de découpages avec les plus riches dans une grande tour au centre de la ville, un bidonville pour les autres, etc. etc. Alors, il y a ce désir d'ici, il y a ces limites qui apparaissent partout, et en même temps, il y a un paradoxe, et c'est ce paradoxe que je vais illustrer avec l'extrait suivant. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. It's too loud. It's too loud. Coming over the top! Alors, cet extrait, je ne sais pas si vous avez reconnu, ça vient de World War Z, qui est un film de Mark Forster de 2013, donc très très récent. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un truc très simple, il nous dit on est obsédé par les limites, mais le problème c'est qu'elles ne marchent pas. Le problème c'est qu'on construit des murs, et puis en fait ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque les zombies les traversent, quitte à se marcher les uns sur les autres. Alors j'ai coupé là aussi, on voit cette espèce de marée humaine se constituer au fil des minutes, mais comme c'est entrecoupé avec une scène de dialogue, si j'avais tout laissé, ça aurait duré très longtemps. Trop longtemps en tout cas. Et on retrouve quelque chose qu'on voit dans en fait, la totalité, à ma connaissance, des films de zombies, c'est qu'à un moment ou à un autre, les limites finissent par céder. Souvent c'est à la fin du film, mais pas toujours. Et en l'occurrence, là aussi on peut multiplier les exemples de cette impossibilité de se couper du reste du monde. J'ai parlé tout à l'heure de la première adaptation du roman de Matheson, la deuxième avec Charlton Heston qui date de 71, où là c'est un personnage unique dans une maison ultra sécurisée, bon bah pareil, ça finit par être pris d'assaut. Troisième adaptation du même film, le même médecin dans son appartement qui finit par être pris d'assaut. Et dans un registre complètement différent, Shaun of the Dead, où ils sont réfugiés dans un pub et le pub va être pris d'assaut. J'ai pris des films le plus différents possible parce que l'idée c'est de montrer que, j'en ai pas parlé parce que je manque de temps, sur ces questions d'altérité que j'ai évoquées au début, il y a une très grosse différence de traitement entre films indépendants et films mainstream. Je sais pas, peut-être qu'on aura le temps d'en parler dans la discussion. Sur la question des limites, ils sont assez d'accord sur l'idée que ça marche pas. Et je trouve ça intéressant que même des films hollywoodiens, relativement consensuels, pas très critiques sur le plan politique ou autre, eux aussi sont d'accord pour dire que la militarisation de l'espace, la privatisation de l'espace, ça entretient la peur, ça n'a pas de problème. Par contre, ça ne supprime pas le danger et en général, ça finit par ne pas marcher. Donc ça marche à court terme. À court terme, on est protégé, mais on sait qu'à un moment, ça va craquer. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça oblige un petit peu, il me semble que ça oblige à aller chercher des explications un peu plus profondes sur ce désir de se barricader que ce que j'ai dit jusqu'ici. Et pour introduire ce dernier point, je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Je vais vous montrer un dernier extrait que j'aime beaucoup, mais là aussi j'ai dû beaucoup le raccourcir.
Voilà, alors c'est un extrait que j'ai beaucoup utilisé, notamment pour des cours d'urbanisme à une époque. Parce que je trouve qu'il y a dedans tout le talent. Alors, c'est pas un film extraordinaire, et puis il a ce petit côté années 80 impossible à louper, ne serait-ce qu'avec la musique. Alors je vous mets le titre, c'est Le Jour des Morts Vivants, donc c'est le 3e film de zombie de Romero, qui est un film un peu fauché, avec plein de défauts. Mais cette scène, je la trouve exemplaire. D'abord parce qu'on y voit ce talent du réalisateur de série B qui fait passer énormément d'informations en très peu de plans, en tout cas des informations importantes. Et justement, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire, Romero? Il cherche à nous dire c'est quoi le monde après l'apocalypse. Et il fait ça en 1 minute. C'est magistral, je trouve. Il nous dit c'est très simple l'apocalypse, je vais vous expliquer. Prenons une ville, Fort Myers, ville de Floride, petite station balnéaire. La ville, c'est quoi? C'est le symbole absolu de la civilisation. Le début de l'histoire, la fin de la préhistoire, hein, c'est l'agriculture, l'écriture, les villes et l'argent, hein, pendant le néolithique. Et les villes, c'est le symbole de la civilisation aussi parce que c'est là que sont rassemblées toutes les institutions humaines, ou en tout cas l'essentiel des institutions humaines, politiques, culturelles, économiques. Et donc, justement, il insiste, il nous montre, regardez, une banque, un cinéma, etc. C'est pas inintéressant, le cinéma apparaît au moment où il y a écrit et réalisé par George Romero. J'ose imaginer que c'est pas par hasard. Et il nous dit, je vous montre pas une ville en fait, je vous montre une ville qui n'est plus une ville. Je vous montre ce que c'est qu'une ville qui n'est plus une ville, c'est-à-dire une ville dans laquelle justement les institutions n'ont plus cours. Des liasses de billets par terre, le cinéma abandonné, un alligator dans l'entrebâillement de la porte d'une banque. Une ville qui n'est plus une ville, c'est déroutant, c'est problématique. Et c'est ça, l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on est face à un monde qu'on croit connaître et qui en réalité ne correspond plus au monde qu'on connaît. Alors, moi, je pense que c'est vraiment ça le grand message des films de zombies, c'est de nous raconter un monde dans lequel les institutions ont disparu, dans lequel l'état de droit a disparu, et en ça, les films de zombies sont exactement l'inverse du western. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des westerns, notamment des grands westerns classiques des années 40 ou 50, par exemple ceux de John Ford ou de Howard Hawks. Les westerns, ils disent un truc très simple, ils disent voilà, les colons sont arrivés sur la côte Est, et puis ils ont progressé de manière à peu près régulière, avec des petites secousses, bon voilà, mais de manière à peu près régulière d'Est en Ouest, et ils ont progressé, c'est-à-dire qu'ils ont amené la civilisation à un territoire nu, qu'il fallait s'approprier, et qui était dominé par une nature sauvage, hostile, alors indien compris, hein, dans l'imaginaire colonial nord-américain, les Indiens font partie de la nature sauvage, parce que ce n'est pas vraiment des humains. Voilà, on a apporté à ce territoire la ville, la culture, le chemin de fer, etc. Et surtout, on a domestiqué la nature. Or, dans l'extrait de Romero, il y a un truc intéressant, c'est justement le fait que la nature reprend ses droits. Alors, pas encore beaucoup, mais cet alligator, il n'est vraiment pas à sa place, hein. Il y a un géographe britannique qui s'appelle Tim Cresswell qui a imaginé ce concept de in place, out of place. Il y a des choses qui sont à leur place ou pas. L'alligator, manifestement, n'est pas à sa place. Donc il brouille notre grille de lecture du monde géographique et social en général. Le résultat de ce reflux de la civilisation sous les attaques de la nature, c'est qu'on contemple dans les films de zombies les ruines de notre propre monde, ce qui est tout à fait désagréable. Et les personnages qui sont face à ces ruines de leur propre monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de reconstituer des micro-sociétés, des petites zones de solidarité collective dans lesquelles, et je pense que ça dit énormément sur notre époque, hein, ce processus, je ne dis pas ça comme ça, on reconstitue des tribus, des petites localisations, des petits lieux dans lesquels on s'enferme bien confortablement, et on essaye de faire société dans la mesure du possible. C'est par exemple ce petit groupe dans un centre commercial dans Dawn of the Dead en 78,
le papa, la maman, elle est enceinte, etc. Et qui évidemment vont s'ennuyer, parce qu'on s'ennuie dans cette vie-là. C'est pas du tout satisfaisant. Bon, j'ai largement dépassé le temps qu'on m'avait donné, donc je vais conclure en une image tout ce que je viens de dire à la fin là, qui à mon avis résume très bien tout ce que je viens de dire. La ville à l'abandon, la route à l'abandon et le cow-boy, enfin pas vraiment un cow-boy mais le chapeau, le cheval. Donc télescopage de l'univers du western et de l'après-apocalypse dans la série The Walking Dead. Et je vous remercie de votre attention.